Bonjour et bienvenue dans ces portraits de télépilotes de drone. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Théva. De la police nationale. Merci d'être là, merci à ta hiérarchie d'avoir accepté de venir témoigner en tout cas de ton parcours, de ton métier et de ce que tu fais au quotidien. Donc merci beaucoup. Merci à vous de nous accueillir aussi. Écoute, j'espère que ça va être constructif en tout J'espère cas. aussi. Donc dans ces portraits de télépilotes, on va aborder ton parcours un tout petit peu, assez rapidement, puis ce que tu fais au quotidien en tant que télépilote de drone, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu fais, et surtout voilà, le côté comment se passent les contrôles, ce que tu vois beaucoup chez les télépilotes, de bien ou de mal, et voilà, j'espère que ça va être constructif. Ouais, merci. Est-ce que du coup tu peux te présenter? Alors je m'appelle Fabien Lefebvre, je suis brigadier chef dans la police nationale. Je suis chef de la brigade des moyens aériens, la BMA, depuis peu, puisqu'on a ouvert cette brigade depuis janvier de cette année. L'impulsion drone dans la police nationale a commencé suite aux émeutes, où on a des collègues en renfort qui sont arrivés avec des drones et ils ont fait un travail remarquable. Donc du coup forcément la DTPN 988 a engrangé derrière et a monté cette brigade. Cette brigade, ouais. D'accord. Donc depuis janvier, tu es là-dedans, et voilà. C'est quoi du coup tes missions au quotidien? Alors on est d'abord 7 télépilotes et OSLAD. Alors télépilotes, on télépilote forcément. OSLAD, c'est les opérateurs systèmes de lutte anti-drone où on utilise un matériel spécifique. Donc dans la police nationale, en tout cas à la BMA, on a deux grandes missions qui sont les vols de drones pour plusieurs raisons, des raisons administratives ou des raisons judiciaires. Par exemple, dans l'administratif, ça va être le secours aux personnes, la protection des biens et des personnes. Et puis dans le côté judiciaire, on va la recherche de preuves, on va travailler sur la recherche de preuves ou alors la poursuite d'individus en fuite. Voilà, deux grandes missions, en tout cas au niveau du vol de drone. Ensuite, sur les missions de lutte anti-drone, ça va être la protection des biens, des personnes, maîtriser des drones qui pourraient être hostiles, et puis les contrôles des dronistes, des télépilotes, que forme par exemple ici l'entreprise DroneC. Ok. Du coup, une de ces missions, c'est quoi? C'est vous qui déclenchez l'impulsion, ou est-ce que ça arrive, c'est une demande? Par exemple, pour les contrôles, je pense que c'est vous qui faites l'impulsion, mais pour tout ce qui est judiciaire dont tu parlais, alors judiciaire, c'est souvent les enquêteurs, qu'ils soient OPJ ou APJ, ils demandent l'autorisation au procureur, au juge d'instruction ou au juge des libertés de la détention de pouvoir nous requérir. Et ensuite, avec une fiche d'engagement, ce qu'on appelle une fiche d'engagement, on prend un maximum de renseignements. Et à ce moment-là, on travaille. On a une opération, par exemple, vendredi matin, à la première heure, pour une interpellation. Là, ils nous ont demandé d'intervenir. On analyse le dossier, on prépare notre dossier de vol, bien sûr, et ensuite on donne notre autorisation. C'est validé par notre exploitante, qui est notre DTPN, notre directrice territoriale. Elle valide la mission et on intervient. Donc vous déclarez quand même la mission aussi, comme n'importe quel télépilote? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, on est étatique. À la police nationale, on n'a pas le même statut que n'importe quel télépilote. On a une déclaration à faire à notre autorité d'emploi, qui est la Direction Générale de la Police Nationale, via notre exploitant, qui est notre directrice. Ensuite, on travaille et on fait systématiquement un compte-rendu de mission, qui soit administratif, dans ce cas-là, on le fait à la préfecture, au commissariat, ou si c'est judiciaire, au parquetier, au parquet, au procureur de la République, au JI, au juge d'instruction, ou au JLD, le juge des libertés et de la détention. Donc quoi qu'il en soit, après chaque mission, alors avant on étudie, on fait comme n'importe quel télépilote, on étudie la météo, on étudie la topographie, on étudie quel vecteur on va utiliser, quel drone on va utiliser. Et ensuite on fait notre mission et à la fin on fait un compte rendu, d'abord oral et ensuite écrit. On a aussi ce qu'on appelle un briefing, qu'on apprend aussi dans le civil, je dirais. On fait un briefing avec nos collègues télépilotes, nos assistants, nos observateurs. On travaille, on communique, les choses sont dites correctement, sont dites avec clarté, et à la fin on débriefe et on fait un partage de pratiques, c'est-à-dire que comment tu as travaillé, comment j'ai travaillé, est-ce qu'on aurait mieux fait de travailler comme ça, de manière à évoluer dans notre pratique de télépilote. Même ceux qui ne sont pas télépilotes en tant qu'observateurs, est-ce que ça vous arrive d'avoir des gens qui ne sont pas télépilotes en tant qu'observateurs? Oui, ça nous arrive. Alors, sur des missions simples, de journée, une simple reconnaissance, je dirais, on peut utiliser un observateur, que ce soit un collègue, qui soit policier adjoint ou gardien de la paix ou gradé. Il est briefé, on lui explique sa mission, on fait un feedback, on voit s'il a bien compris sa mission, on surveille aussi cet observateur pendant sa mission, et ensuite on débriefe avec lui. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas compris,
En général, ça se passe bien si le briefing est bon dès le départ, que le vocabulaire et le langage et la communication est déjà bien établi, les choses sont comprises, c'est rare qu'il arrive un incident. Ouais. Mais on débriefe quand même parce que c'est important pour nous, par la suite, en tant que télépilote professionnel, de se dire, voilà, la dernière fois, sur mon briefing, j'ai peut-être été un peu léger sur cette particularité-là, je vais revenir dessus, je vais insister dessus. On utilise, nous, même étatique, une zone de décollage qui est matérialisée, balisée. On fait attention aussi à tout ce qui est, bien sûr, les aides, etc. etc. Et ben ça, j'y tiens. C'est pas parce qu'on est dans l'urgence qu'on va faire tout et n'importe quoi. Ouais. Donc déjà, on doit montrer l'exemple. Et ensuite, c'est montrer à notre observateur, à notre assistant, que les choses doivent être faites de manière carrée. On travaille sur de l'aéronautique, on peut pas laisser certaines choses traîner comme ça, en tout cas au niveau sécurité. Et en tant que télépilote, on partage aussi, on brief, on débrief. Là, tu vois, moi j'aurais plutôt travaillé de cette façon-là. Toi, tu as aimé cette façon-là, pourquoi tu as choisi celle-là? Et on partage, on discute. Et c'est ça qui fait évoluer les choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que toi, tu trouves difficile dans le côté pratique entre la réglementation qui est très stricte et qui est parfois un peu étroite, et toi, en tant que, justement, tu te dis, voilà, faut essayer d'être le plus irréprochable possible. Qu'est-ce que tu trouves difficile à mettre en place? Alors, à 100%, une mission ne peut être mise en place, comment dire ça? On peut difficilement mettre en place une mission à 100% dans les règles. C'est horrible ce que je dis, hein, mais je vais te donner un exemple. Si tu roules en voiture, tu es limité à 50 km/h. Si tu roules à 52, tu n'es plus à 50 km/h. Est-ce que pour autant, tu es hors la loi? Bah oui, dans le texte. Mais ces 2 petits km/h là, c'est un peu la marge d'erreur. C'est la marge de compréhension. Nous, lorsqu'on va contrôler quelqu'un, on va lui demander de tendre vers les 100%. Si bien sûr, il ne respecte pas la Z, là on parle de sécurité, c'est le mot d'ordre, la sécurité. On ne plaisante pas sur la sécurité. Là, stop, on n'est plus dans la pédagogie, on va être dans la sanction. Si maintenant, dans son annexe, il a oublié une petite phrase, un petit mot, un simple numéro de téléphone, forcément qu'on va être dans le côté pédagogique. La personne qui va mettre en place une zone de décollage et d'atterrissage, elle va être un peu étroite. Bon. On va peut-être passer, on va voir ce côté pédagogique, on va voir ce côté pourquoi vous avez mis comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas mis comme ça, pourquoi vous ne l'avez pas placé à cet endroit-là plutôt qu'à cet endroit-là. Là, on va avoir une discussion pour tendre vers la sécurité maximale. C'est ça qui nous importe. C'est de voir si le télépilote, il a vraiment essayé de penser au plus de choses possibles et de tendre vers quelque chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez en amont quand vous voyez les préparations de mission, les déclarations qui sont faites. Ouais. Est-ce que vous prenez attention à ça aussi et voir s'il respecte ce qu'il a déclaré aussi? Alors, la police nationale à Nouméa, depuis la création de la BMA, reçoit les dossiers pour conseil auprès de la préfecture. Donc la préfecture reçoit les dossiers, nous demande s'il y a des consignes particulières à faire respecter. J'ai tendance à réétudier tous les dossiers. J'évite de laisser passer un dossier en me disant « oui, c'est bon, j'ai feuilleté le truc, ça passe ». Non, on va donner systématiquement des consignes. La première consigne, c'est de préparer sa mission. C'est de voir quel endroit, on aimerait bien y voir les points de décollage et d'atterrissage, parce que ça y joue sur la consigne qu'on va donner ou le conseil qu'on va donner à la préfecture. Sur la compréhension. Sur la compréhension. Donc on va voir si le dossier a bien été étudié sur la météo, sur la topographie, etc. etc. S'il y a un observateur ou pas. Si la zone va être fermée pour éviter le survol de tierces. Donc tout ça, c'est des choses, on sent vraiment qu'on a un télépilote professionnel qui prend à cœur son métier et qui ne le fait pas à l'arrache, entre guillemets. On a une case observation, parfois les vierges. Ouais. En tant que responsable ou en tant que professionnel, j'ai du mal à comprendre que cette case observation utile supplémentaire soit vierge. C'est là où on doit dire, on a un observateur. C'est là où on doit dire, on va avoir plusieurs points de décollage. C'est là où on va dire, on va respecter l'élongation, on va respecter le vol à vue. C'est tout ça qui rentre en compte, c'est de montrer pas de blanche et qu'on est pro, c'est carré. Donc, quand on fait la déclaration via clearance ou flyby ou peu importe, ou via Alpha Tango. Hein, ou même un simple CERFA. Ou même un simple CERFA. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment de détailler où est-ce que je vais placer mes observateurs, qu'est-ce que je vais prendre en photo, c'est quoi le but de ma mission, comment je vais faire le côté sécuritaire. Toi, quand tu contrôles, est-ce que ça t'est arrivé
des fois, parce que nous, ça nous est déjà arrivé aussi en mission, hein. On arrive, c'est pas comme on avait prévu. Par exemple, sur Google Earth ou sur Google Maps ou sur Google Street View, on voit un arbre ou on voit quelque chose qui n'était pas là auparavant, de devoir que le télépilote voilà, doit s'adapter au terrain et prend en compte quand même la sécurité. Est-ce que ça t'est déjà retrouvé dans ces cas-là, alors, à la fois, en tant que perso ou en tant que contrôle? Eh ben dans les deux. Ouais. À la fois lors d'un contrôle, on arrive, on dit mais c'était pas prévu là le point de décollage, comment ça se fait que vous avez changé? Alors ce qu'on a dans un terme, c'est j'assume. Ouais. Alors je vais assumer ma décision. C'était prévu là, comme tu l'as dit, hein, il y avait peut-être un arbre et voilà. C'était prévu là et en fait là il y a deux voitures qui se sont stationnées. J'ai dû décaler et comme je pouvais pas décaler juste à côté à cause des deux voitures et puis là il y avait du passage, je suis venu ici. Très bien. Est-ce que vous avez fait votre zone de décollage? Est-ce que c'est balisé tout ça? Oui, voilà, ainsi de suite, etc. Le gars il assume et il justifie, il argumente sa décision. Dans les limites où il est dans les règles de la sécurité, dont acte. Très bien. Et même félicitations, parce qu'il y en a peut-être qui auraient dit « Ah là je peux pas décoller, c'est pas grave, j'ai décollé à côté. » Oui, mais à côté c'est beaucoup plus dangereux. Ouais. À titre professionnel, ça nous est déjà arrivé lors d'un dossier de préparation, dire on va décoller à tel endroit. Et le jour où on arrive sur cet endroit-là, on se rend compte que plus loin, on a plus de sécurité, on est plus éloigné, on a possibilité de plus facilement de prévoir une, voire deux zones d'atterrissage d'urgence en visuel. Donc, c'est hyper intéressant, mais il faut assumer. Ouais, il faut assumer. Voilà, il faut dire, voilà, j'ai changé mon dossier parce que là, j'ai trouvé que c'était mieux. La météo. Ouais. Dans nos dossiers, on met la météo, l'indice capé, les vents, les rafales, si c'est de jour, de nuit, on met un maximum de renseignements. Mais ça, on le fait 2, 3, 4, 5 jours, voire parfois 2 semaines, 1 mois avant. Les prévisions météo vont changer. Oui, bien sûr. Ce matin, je me suis levé, il faisait beau. Cet après-midi, il devait faire beau et il pleut. Il pleut finalement. Donc ça, on va refaire in situ, hein, à l'endroit même, une nouvelle analyse. Une nouvelle analyse. Ouais. L'indice capé, hein, pour rappeler, hein, c'est l'indice électromagnétique pour ceux qui ont oublié. C'est quoi les plus gros points positifs et points négatifs que tu peux trouver lors d'un contrôle chez un télépilote professionnel? Le point positif, c'est voilà, quelqu'un qui a préparé sa mission, qui a bien préparé, et qui pour lui, encore une fois, le mot d'ordre, c'est sécurité. Si on sent que le gars il est à fond dans la sécurité, ou la demoiselle, hein. Alors, il y a des télépilotes femmes aussi, qui se débrouillent très bien au niveau télépilotage, mais quand on sent que le dossier a été préparé et que c'est sécurité, nous, ça nous convient déjà. Si par contre, on sent qu'il y a trop de légèreté dans la préparation de dossier, et puis c'est un peu casse pas la tête, je vais faire mes 2-3 images parce que je suis payé pour ça, et puis à ce moment-là, on va vite mettre le haut là. Ouais. Pour l'instant, dans les télépilotes professionnels qu'on a rencontrés dans la majorité, ils prennent conscience que la sécurité est le mot d'ordre. Aujourd'hui, ils voient apparaître un nouvel acteur. Il va y apparaître la BMA, la police nationale, avec des contrôles, avec des conseils sur les dossiers. Il faut le temps que ça fasse un peu son chemin. On a vu pendant une période qu'il y avait énormément de drones, qu'ils soient de loisirs ou professionnels, avec des vols un peu n'importe comment. Alors, à circonstances exceptionnelles, on pourrait dire, voilà. On peut comprendre qu'au niveau sécurité, il y a des gens qui ont eu peur et qui ont utilisé leur drone. Maintenant, on est dans une situation normale. Ouais. Il faut revenir à la normalité, il faut revenir au texte, aux règles et aux lois. Aujourd'hui, tu fais une différence quand tu contrôles un pilote loisir et un pilote professionnel? Oui. Ouais. Oui, on fait une petite différence parce que le pilote, je dirais professionnel, n'a que très peu d'excuses. Le télépilote loisir, souvent c'est le cas qu'on rencontre. La personne va au magasin, achète un drone et le met en route et le fait voler. Il ne connaît pas les 10 premières règles du télépilote. Il ne sait même pas comment se servir de sa machine. Il ne connaît pas les barrières. Les barrières virtuelles. Virtuelles, merci. Il ne connaît pas sa radiocommande. Le RTH, il connaît rien. Et en fait, il fait voler son drone et waouh, c'est super. Oui, mais dès lors qu'on a fait décoller un objet du sol, on est dans le code aéronautique. On doit se comporter, je dirais, comme un commandant de bord, comme un pilote d'avion, même s'il n'y a pas d'équipage à bord. C'est vraiment ça la sécurité. Et là, sur le loisir, on sent beaucoup de défaillances, beaucoup de défauts dans la connaissance. Voilà. Donc, du coup, ça vous arrive de mettre des amendes ou alors vous êtes plus léger? En fait, ça va dépendre de ce qu'il va faire aussi, je suppose. C'est-à-dire que s'il vole au-dessus de l'eau sur une ville côtière ou quelque chose comme ça, du coup, vous allez être peut-être plus léger, alors que s'il est en train de faire, par exemple, un survol de personnes, je sais pas, une course, quelque chose comme ça, vous allez être plus dur aussi? Il y a plusieurs situations, on essaye de s'adapter.
on n'adapte pas notre discours, mais on adapte notre comportement vis-à-vis de la personne. La pédagogie. Ouais, exactement. On a contrôlé un jeune qui venait d'avoir 16 ans, qui s'était acheté un drone. Il était en plein milieu de Lansvata, un 7-7, au coucher de soleil. Ouais. Il a voulu aller faire des belles images sur l'île aux Canards, qui est une réserve. Il a volé sur Lansvata, qui est très limité au niveau hauteur, parce qu'on a des hélicoptères de touristes, etc., qui viennent faire. Donc là, c'est. Et quand on l'a contrôlé, il était très étonné. Il dit, mais je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait que je passe une formation. Quel est le poids de votre drone? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de voler ici parce qu'il y a des personnes? Non, je ne sais pas. Et il y avait une vraie méconnaissance. Donc là, on a fait un gros travail pédagogique. Ça a été dénoncé. Il risque des amendes. Il risque même sur certaines infractions comme le survol, même par maladresse, d'une zone interdite, qu'elle soit temporaire ou permanente. Il risque la prison et une grosse peine d'amende. On a encore une fois un discours pédagogique, mais derrière, on dénonce aussi. Oui. Après, le reste, ça ne nous regarde plus. Nous, on est là pour faire cesser l'infraction et amener, entre guillemets, l'auteur de l'infraction devant la justice. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le côté pédagogie, amener l'information, etc. Quand effectivement il y a quelqu'un qui achète un drone, généralement il y a un petit papier dedans avec les 10 règles, etc. et tout. Mais on voit de plus en plus, en tout cas c'est le sentiment qu'il y a chez les professionnels, que ce soit ici ou en métropole, ou dans d'autres dom-tom, c'est le côté beaucoup de loisirs, beaucoup de méconnaissance de règles, parce qu'aussi très peu de communication de la part de toutes les autorités de manière générale en règles de drone. C'est quoi ton point de vue? Alors tu es ici parce que du coup il y a le côté pédagogie et voilà, on sait qu'il y a cette démarche-là de votre part qui n'est pas partout. Qu'est-ce que tu en penses toi à ce niveau-là? Pour tendre vers un idéal pour que justement il y ait plus ce cas de situation, on se trouve avec des loisirs qui sont pas au courant qu'il y a un hélicoptère qui passe et qui peut possiblement entraîner un accident ou une catastrophe. Oui, une catastrophe. Il y a la direction de l'aviation civile en local qui avait fait une campagne à un moment donné de pub. Est-ce que c'était pas un peu prématuré par rapport au nombre de drones vendus? C'est possible. C'est possible. Mais à la limite, on peut le voir aussi dans un autre sens en disant qu'ils étaient avant-gardistes. C'était avant-gardiste. Ouais. Aujourd'hui, le drone, tout le monde en parle. Bon, malheureusement, la guerre en Ukraine a fait monter les ventes de drones, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, la connaissance des drones. Oui. Les émeutes ici aussi, bien sûr. Donc, aujourd'hui, le drone est un outil dans notre métier, par exemple, indispensable. Dans l'armée, indispensable. Et dans le loisir aussi, tout le monde veut faire des belles images. Nous, en tant qu'autorité, on fait déjà, depuis janvier, on fait déjà de la communication. On va accentuer cette communication et on va faire un peu plus de pédagogie. J'ai eu l'occasion de préparer, d'ailleurs je remercie Teva de sa collaboration. On a eu l'occasion de revenir sur ces 10 commandements. On a préparé quelque chose. Le Haut Commissariat de la République qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est responsable aussi des vols de par les déclarations qui leur sont envoyées, va faire aussi une communication là-dessus. On va travailler dessus. Il y a pas mal d'écoles aussi de télépilotes de drones qui font de la communication et on va y venir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il faut bien expliquer que piloter un aéronef, c'est comme piloter une voiture. Il faut un permis. Alors le permis, ça peut être les fameuses 10 commandements en loisir, ou alors cette fameuse formation sur des drones spécifiques. Surtout que le premier réflexe qu'une personne a quand il achète un drone, un loisir, c'est de le faire décoller de chez lui. Bien sûr. Et donc forcément, de le faire décoller dans un espace urbain, d'aller voir le premier truc qui arrive. Et très généralement, dans les grandes villes, il y a un aérodrome, il y a quelque chose, il y a une CTR, et donc forcément, ça peut mettre en danger. Bien sûr, dès qu'on décolle de chez soi, on est souvent dans une zone peuplée. Alors c'est sûr que si on habite au fin fond de la campagne, et qui n'est pas une réserve, et qui n'est pas une zone interdite, et qui, oui, on pourrait faire voler son drone de moins de 800 grammes tranquillement. Malgré tout, on se renseigne. On ne prend pas une voiture, on ne la démarre pas pour rouler. On regarde comment fonctionne la radiocommande, on regarde comment fonctionne le vecteur, quel est son poids, quelle est son autonomie, quelle est sa charge. Est-ce qu'il peut emmener... on a vu des drones voler avec des poids, ils étaient de coin comme ça avec le vent, ne serait-ce que le vent. Ouais. Donc tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte et c'est assez complexe, parfois subtil. Quand ça commence à sonner de partout et on ne sait pas pourquoi, il faut prendre le temps de réfléchir, de bien tout analyser, mais pour ça, il faut connaître son matériel. Donc je pense que lorsqu'on achète un drone, même d'occasion, il faut prendre le temps d'analyser les choses et
Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais surtout se renseigner là-dessus. Et je pense que les écoles, comme dans l'ENSEE par exemple, ou Calédonie, ou Calédonie pour le citer aussi, ou d'autres. Les écoles de France. Toutes les écoles de France sont là aussi pour recevoir un appel en disant « Voilà, je viens de m'acheter un drone, est-ce que ça vous embête juste de m'aiguiller sur 2-3 trucs ?» Nous, la police nationale, 24 33 15, pour le bureau direct de la BMA, on est là aussi pour renseigner les gens. Ce que nous, on a beaucoup eu comme appel, etc., c'est tout ce qui est transition vers la nouvelle réglementation, etc., qui est un peu plus nébuleuse pour beaucoup de gens. Comment vous l'appréhendez, vous, cette réglementation? Alors qui ne va pas trop arriver vite chez nous, mais qui va quand même arriver aussi à un moment donné. Alors, nous, on est là pour accueillir et faire respecter les règles et les textes. On a eu une réunion dernièrement avec l'aviation civile, la direction ici. On a parlé de cette transition vers les lois européennes. Et ce qui est très intéressant de leur part, et encore une fois, c'est un échange de pratiques, c'est qu'ils se renseignent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la police nationale? Qu'est-ce que vous pensez, vous, la brigade des moyens aériens, de cette réglementation, ou en tout cas d'une transition sur le territoire? On a donné notre avis. Et cette consultation, encore une fois, je trouve que c'est très intelligent pour faire évoluer les choses dans le bon sens. En Nouvelle-Calédonie, on n'a pas l'obligation, en tout cas pour l'instant, de passer sur les scénarios européens. Voilà. Alors demain, ils vont peut-être ouvrir l'Open, ou ils vont peut-être passer en STS 01 ou 02. L'Open est disponible pour ceux qui ont passé le CATS ici. Pour ceux qui, si jamais vous voyez cette vidéo de France aussi également, ce que je trouve bien quand on a un échange avec l'aviation civile ici, c'est qu'ils font remonter également à la DGAC directement, à l'échelon central. Et c'est vrai que cette proximité-là et le fait qu'ils s'intéressent au côté pédagogie, voilà, je trouve que c'est vraiment sain comme méthode. Et je pense qu'il y a beaucoup, en France en tout cas, il y a beaucoup de silence qui peut être fait dans certaines régions, parce qu'il y a un nombre exorbitant de télépilotes sur certaines régions, et que forcément les contrôles ça devient des numéros, et ça devient, bon bah voilà, ça passe à la chaîne, quoi. Et il y en a beaucoup de frustrations qui peuvent ressortir de certains. Le discours un peu qu'on a eu, c'est simplifions les choses, tout en respectant, hein, attention, encore une fois, la sécurité, les règles, etc. Mais trop de règles tue la règle. Autant simplifier les choses, les expliquer et faire passer ce message. Je me rappelle, lorsque j'ai connu ma formation dans le civil de télépilote, on m'a dit il faut tendre vers le meilleur. Il faut partager et il faut surtout respecter la sécurité. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille. Alors, il faut tendre vers le meilleur, il faut partager, il faut discuter et à un moment donné, on trouvera le meilleur, je pense, la meilleure formule pour que tout le monde puisse partager l'espace aérien tout en se respectant. On n'est pas en guerre, les drones contre les aéronefs habités ou telle école avec telle institution, etc. Le but, c'est de profiter un maximum de ce plaisir de faire du drone, nous à titre professionnel et à titre personnel de loisir, mais tout en se respectant et éviter l'accident. Très beau discours. Je ne sais pas, je pense qu'on est quasiment à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un autre message à faire passer, autant professionnel que loisir? Encore une fois, c'est le partage de l'espace aérien qui prime, c'est la sécurité qui prime. Nous, même si on représente les lois et les faire appliquer en tant que policiers, la police nationale, c'est pour nous, dans nos contrôles, c'est accentuer la relation police-population. C'est la pierre angulaire de notre métier. La proximité. La proximité, et puis cette relation où on représente encore une fois, on peut représenter parfois la sanction, mais on représente aussi la pédagogie, et c'est dans ce discours-là, il faut avancer. Et encore une fois, je pense que si on a un vrai discours de connaissances et d'amener ces connaissances, en face, la personne est beaucoup plus réceptive et à ce moment-là, tendra vers ce que nous, on souhaiterait mettre en place, c'est-à-dire cette fameuse sécurité et ce fameux partage de l'espace aérien. Merci beaucoup merci à toi, pour tous ces éclaircissements. Bonne continuation et puis j'espère qu'on se reverra sur autre chose. Avec grand plaisir. Et puis voilà. On fera une vidéo sur un contrôle. Peut-être. En vrai, ça serait intéressant. Il faut un accord du télépilote pour ça. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord pour montrer vraiment ses faiblesses. Mais bon, on verra. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, merci à vous qui regardez cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Et si jamais vous avez plein de questions, ça vaudra peut-être pour un second entretien, si jamais voilà, tu es d'accord et ta hiérarchie est également d'accord sur ça. Merci encore et on se retrouve pour du coup un autre épisode, en tout cas portrait de télépilote. Merci.